Il s'est passé quelque chose au Sénégal en 2024, quelque chose qui a fait voler en éclats des décennies de certitudes sur sa prétendue stabilité. On a beaucoup parlé de crise politique, mais et si c'était tout autre chose? Et si c'était tout simplement le réel qui revenait brutalement sur le devant de la scène? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Voilà. Cette phrase, c'est la clé. La clé de tout. Elle oppose deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. D'un côté, la fiction juridique, le vernis des lois, les belles institutions bien ordonnées, et de l'autre, le réel, le vrai, la puissance brute de la géographie, de l'histoire, des rapports de force. C'est l'histoire de ce choc, de ce face-à-face qu'on va maintenant décrypter. Pour bien comprendre, il faut voir les choses comme ça. Il y a deux Sénégal qui coexistent, qui s'ignorent. À gauche, le pays légal, c'est la façade, si vous voulez. La belle vitrine avec la Constitution, les élections, les institutions. Et puis, de l'autre côté, caché derrière, il y a le pays réel. Et là, on n'est plus dans la vitrine, on est dans la salle des machines, le lieu où tout se joue vraiment. Les ancrages géographiques, les liens ethniques, les allégeances profondes, c'est ça qui dicte la partie. Alors, par où commencer? Commençons par le commencement, par le mythe fondateur de toute cette démocratie de façade, l'électeur. La question est simple. Qui est-il vraiment, cet électeur au Sénégal? Et vous allez voir, la réponse est assez loin de ce qu'on imagine. En Occident, on a cette vision presque académique. On l'appelle l'homo suffragans. C'est l'idée d'un citoyen, seul dans l'isoloir, qui pèse le pour et le contre, qui analyse les programmes, un individu libre, rationnel. Et bien dans le contexte sénégalais, disons-le franchement, ce personnage, il n'existe tout simplement pas. C'est une pure fiction. Cette phrase-là, elle résume tout. En Occident, l'élection, c'est un choix. Ici, c'est un recensement. C'est brutal, mais c'est exactement ça. On ne choisit pas vraiment une politique ou un programme, non. On compte. On mesure le poids démographique et l'influence de chaque bloc. C'est une démonstration de force, un comptage des allégeances. Alors, sortons un instant de l'isoloir, de cette vision individuelle des choses, et regardons une carte du Sénégal. Parce que c'est là, sur la carte, que le pays réel apparaît au grand jour. C'est là qu'on voit les vraies lignes de fracture, les vrais centres de pouvoir. Prenez ces chiffres. Ils sont violents dans ce qu'ils disent. Sous Macky Sall, sa région d'origine, Matam, a voté pour lui à 90%. 90%. On n'est plus du tout dans l'adhésion politique là. C'est un réflexe ethno-régional absolu, un acte de survie collective pour conserver le pouvoir au sein de son groupe, les Alplars. En fait, le pouvoir réel repose sur trois grands piliers. D'abord, ce qu'on vient de voir, le bloc ethno-sécuritaire, le vote de groupe pour garder la main sur l'État. Ensuite, l'allégeance religieuse, le ndigel, cette fameuse consigne de vote donnée par les grandes confréries, comme les mourides, qui prime sur tout le reste. Et enfin, un clientélisme complexe qui maintient l'équilibre. Alors la fameuse paix sénégalaise, ce n'est pas le fruit du droit, c'est le résultat d'un calcul permanent entre ces blocs. Et nous voilà en 2024. Les médias ont parlé de révolution. Mais si on met les lunettes de l'analyse géo-anthropologique, on voit tout autre chose. Pas une révolution, plutôt une brillante manœuvre militaire, une conquête spatiale du pouvoir. Regardez bien la manœuvre, elle est redoutable. C'est une prise en tenaille. D'un côté, Ousmane Sonko, il est ancré au sud, en Casamance, la périphérie, la région historiquement rebelle. De l'autre, Bassirou Diomaye Faye, lui est ancré dans le cœur du pays, Sérère, une base de pouvoir plus centrale, plus régalienne. L'alliance de ces deux forces, c'est la périphérie et le centre qui s'unissent pour encercler la capitale, Dakar, et la prendre. C'est de la géopolitique pure, imparable. Sauf que, une fois la victoire acquise, une fois l'ennemi commun à terre, que se passe-t-il? La raison d'être de cette alliance, elle disparaît. Et la question, la vraie question, elle est là. Deux forces si différentes peuvent-elles réellement, mais alors vraiment, cohabiter au sommet du pouvoir? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Parce que l'idée même d'un pouvoir partagé au sommet de l'État sénégalais, c'est une aberration structurelle. Ce n'est pas possible. La collision n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà, le duel est posé. D'un côté, Sonko, le créateur. Sa légitimité vient de la rue, de son charisme. C'est le père politique. De l'autre, Faye, sa créature, qui, une fois élu, devient le seul et unique détenteur du pouvoir légal et absolu. Le premier a la légitimité populaire, le second a la légalité constitutionnelle. Et les deux ne peuvent pas coexister. Et pour comprendre pourquoi c'est impossible, il faut saisir ce concept clé, l'impérium. C'est le pouvoir d'État absolu, indivisible. C'est le monopole de la force, le commandement suprême des armées, le stylo qui signe les décrets.
Et la constitution sénégalaise est très claire là-dessus. Cet impérium, il n'appartient qu'à une seule personne, le président. Point. Il ne se partage pas. La conclusion de l'analyse est donc froide, mécanique, presque biologique. La fonction présidentielle elle-même, pour exister, force celui qui l'occupe à s'émanciper de son créateur. C'est le vieux principe de « tuer le père ». Pour devenir pleinement président, Faye n'a pas le choix. Il est obligé de neutraliser l'influence de Sonko. Ce qui nous amène à ce verdict sans appel. L'histoire est clinique. Le pouvoir ne se partage pas. Au-delà des discours sur l'amitié ou la loyauté, la réalité est celle-ci. Dans un système hyper présidentiel, il n'y a pas de place pour deux soleils. L'un doit forcément éclipser l'autre. Cette analyse nous laisse donc avec une dernière question. Maintenant que le pays réel a pris sa revanche, que le vernis institutionnel s'est fissuré, quel visage le Sénégal va-t-il montrer au monde ? La réponse appartient désormais à l'histoire.